Nous sommes en 1945, au mois de février, tout au sud de l'Ukraine, en Crimée. La guerre fait encore rage en Europe. Le Premier ministre britannique Winston Churchill et le président des États-Unis Franklin Roosevelt, que l'on voit saluer des personnalités soviétiques, ont quitté Londres et Washington dans le plus grand secret. Ils ont rendez-vous avec le maréchal Joseph Staline, l'homme fort de l'URSS. Pendant plus d'une semaine, les trois chefs de la Grande Alliance contre l'Allemagne nazie se sont réunis dans un palais tout près de la ville de Yalta. Le président Roosevelt, qui est là, en milieu de table, espérait beaucoup de ces rencontres qu'il a présidées. L'enjeu, mettre un terme à la guerre et préparer le monde de l'après-guerre. Avant l'une de leurs dernières réunions, ils ont pris la pose avec beaucoup de sourires pour que les photographes et caméramens immortalisent une entente officiellement parfaite. Mais les trois hommes ont-ils réussi à s'entendre malgré des intérêts bien différents? Et pourquoi se réunir de façon aussi secrète au fin fond de la Crimée? La presse avait été interdite. Alors qui étaient ces reporters dont les images sont la seule mémoire visuelle de ce que l'on a appelé la conférence de Yalta? Revenons quelques jours plus tôt aux États-Unis. C'est à Newport News, en Virginie, que le président Roosevelt a discrètement embarqué dans la nuit du 22 janvier, cap sur la Méditerranée. Après une traversée de 11 jours, il a fait escale à l'île de Malte. Parti de Londres en avion, tout aussi discrètement, Churchill l'a précédé de peu. De là, c'est à bord d'appareils différents, volant à haute altitude pour éviter les tirs ennemis, qu'ils ont rejoint la Crimée. Parti de Moscou, Staline, qui a la hantise de l'avion, a fait le voyage à bord de son train blindé, un trajet de quelques 1200 km. 4000 pour Churchill. Quant au président Roosevelt, il a dû parcourir plus de 10 000 km pour se rendre sur place. C'est le 3 février 1945, vers midi, que les avions de Churchill et de Roosevelt sont attendus dans la plaine de Saki, un peu au milieu de nulle part. Cette fanfare de l'armée rouge a été convoquée pour jouer l'hymne des trois pays. Staline a décidé de ne pas venir accueillir ses deux alliés. Il est représenté par Molotov, son fidèle bras droit et ministre des Affaires étrangères. Derrière Molotov, on aperçoit une des tentes aménagées pour les voyageurs. En fait, 700 personnes accompagnent le président Roosevelt et le premier ministre Churchill, que voilà. Pas facile de faire bonne figure après une forte fièvre et 7 heures d'avion depuis l'île de Malte. Churchill a 70 ans. Le ministre Molotov ne s'exprime qu'en russe. Aussi, le jeune homme que l'on voit entre deux, Vladimir Pavlov, assure la traduction. Un instant. Juste derrière Churchill, c'est son médecin personnel, Lord Moran. Et un peu à droite, c'est Sarah, la seconde fille de Churchill. Elle est comédienne et s'est engagée comme auxiliaire dans l'aviation. Tous les deux sont là pour veiller sur lui. Sa santé est fragile. La femme en manteau de fourrure, c'est Anna, la fille de Roosevelt. Elle accompagne son père pour les mêmes raisons. Les caméras ne filment Roosevelt que lorsqu'il est déjà installé dans cette Jeep. Le président est paralysé des deux jambes depuis plus de 20 ans, mais jamais les caméras ne montrent son handicap. Revoyons très lentement les premières images avec le président. En bas, tout à gauche, l'homme au chapeau installe une barre en métal. Cette barre est un point d'appui nécessaire pour le président. L'homme au chapeau est maintenant derrière, là. C'est un agent du Secret Service et le chauffeur habituel de Roosevelt.
C'est à bord de cette Jeep que le président, accompagné par Churchill qui marche à ses côtés, passe en revue le régiment de l'Armée rouge. Encore une fois, regardez, l'homme qui se presse au premier plan, c'est le responsable de la sécurité présidentielle. Michael Reilly est en Crimée depuis une semaine pour inspecter le parcours et la résidence attribuée à Roosevelt. Entre l'aérodrome de Saki et Yalta, qui est aussi au bord de la mer Noire, il faut compter, en hiver, plus de 5 heures de route. C'est dans des palais différents, tout près de Yalta, que les trois dirigeants sont logés. Staline a choisi celui du milieu. Situation idéale pour surveiller les allées et venues de ses invités. Voici celui où Churchill est installé. À Livadia, un ancien palais du tsar Nicolas II, d'importants aménagements ont été faits pour recevoir Roosevelt. Et c'est là qu'ils vont se réunir tous les trois, une fois par jour. Dimanche 4 février 1945, la première réunion est prévue vers les 17 heures. Joseph Staline arrive le premier. Il est très en avance pour avoir le temps de discuter seul à seul avec Roosevelt, ce qui va bien sûr intriguer Churchill. Revoyons son arrivée avec d'autres images. Staline est accompagné par son fidèle collaborateur Molotov. Tout à l'heure, pendant la première réunion officielle, il sera surtout question de la situation militaire en Europe. La même arrivée filmée par une troisième caméra. Une quatrième caméra l'attend en intérieur. Et là, à gauche, il y en a encore une. Staline presse le pas. Il n'aime pas être filmé. Comme prévu, Churchill arrive un peu plus tard. Il est accompagné par sa fille Sarah. Churchill commence par se diriger vers la porte d'entrée quand il aperçoit la fille de Roosevelt qu'il va d'abord saluer. Les reporters ont tout le temps pour braquer leur caméra et s'approcher, comme celui qui est à gauche, dont voici les images. Contrairement à Staline, Churchill est très à l'aise avec les caméras, peut-être même parfois un peu cabotin. Il sait depuis longtemps combien l'image est importante et il n'hésite pas à faire des efforts. Mais aujourd'hui, pas de chance. À cause du petit bout de toque en fourrure qui dépasse sur son front, cette prise de vue est un peu gâchée. Filmer le président Roosevelt est une autre affaire. On ne peut le montrer qu'une fois installé à la table de conférence. Mais qui filme? Ils ont tous les trois refusé la présence de la presse. Les images sont faites par des militaires et quelques civils choisis. Quand il est temps que la conférence commence, ils sortent. Plus d'images. Revoyons encore l'arrivée de Staline. Pour leur première grande réunion, le maréchal est en position de force face à ses deux alliés. Ses armées sont déjà aux portes de Berlin. Il y a quelques semaines, début janvier 1945, voilà les régions qui étaient encore occupées par les armées allemandes. À l'ouest, les Alliés sont arrêtés sur le Rhin depuis près de 2 mois. À l'est, l'armée rouge occupe déjà une grande partie de la Pologne. Le 12 janvier, elle lance une puissante offensive. Au moment des réunions à Yalta, ses troupes sont à 70 km de Berlin. Revoyons ça. C'est cette progression rapide qui permet à Staline de se poser aujourd'hui en acteur principal de l'alliance contre Hitler. Retour au palais Livadia. Pendant que Churchill, Staline et Roosevelt négocient, les caméramens n'ont pas grand-chose d'autre à faire que ce genre d'images. Il y a quelques jours, juste avant l'arrivée des trois dirigeants, des opérateurs américains ont filmé le véritable déménagement organisé depuis les États-Unis
pour l'installation du président et de ceux qui l'entourent. Des tonnes de matériel pour travailler, donner des réceptions dans de la belle vaisselle et continuer à communiquer avec Washington. Tout a été prévu, depuis les cartes de géographie jusqu'au salon de coiffure, en passant par des pièces de rechange pour machines à écrire. Des équipes spécialisées ont même installé des câbles téléphoniques. Une ligne a été tirée sur 90 km de route, jusqu'au port de Sébastopol, où des navires américains sont à quai. Et dans un peu plus d'une semaine, tout sera remballé et repartira vers les États-Unis. Mardi 6 février. C'est un Churchill inquiet qui arrive à Livadia pour déjeuner en tête-à-tête avec le président américain. Il craint que les efforts de Roosevelt pour séduire les Soviétiques ne se fassent au détriment des intérêts britanniques. Le président va ouvrir leur troisième grande réunion sur ce qui le concerne le plus, la construction avec ses deux alliés de bases solides pour une organisation des Nations Unies, une organisation qu'il juge indispensable pour assurer une paix durable. Mais il y a de sérieux points de discorde. Churchill va choisir de soutenir les propositions américaines. Staline, agacé par le jeu de ses deux partenaires, va se raidir et refuser les propositions. Voici le schéma de la table de réunion. Roosevelt, Churchill et Staline sont entourés de leurs conseillers, ministres et interprètes. La table est comme partagée en 3 équipes. Depuis le début de la guerre, Churchill et Roosevelt ont construit un partenariat solide. Mais à Yalta, les ententes entre les 3 hommes vont évoluer, selon les intérêts que chacun, sur le moment, veut défendre. Pour la première fois depuis le début de la conférence, la réunion va s'achever par un échec. Staline hausse le ton et refuse la moindre concession sur l'ONU et l'avenir de la Pologne, une autre pomme de discorde. Jusque tard dans la nuit et le lendemain matin, leur ministre des Affaires étrangères tente d'aplanir les difficultés. Au même moment, leurs services de presse font savoir au monde qu'ils sont ensemble, quelque part au bord de la mer Noire, et que tout va pour le mieux. Les jours suivants, écarté des lieux de réunion, un caméraman américain a tourné ses images à Yalta. Il y a encore quelques mois, la Crimée était occupée par les forces allemandes. Son regard a été attiré par ces caricatures de Hitler et de ses alliés. On voit surtout Hitler bavant d'envie à l'idée de s'emparer de Moscou. C'était en 1941. En bas, le même Hitler, maintenant en 1945, terrifié par la puissante contre-attaque soviétique. Le caméraman a aussi filmé cette affiche montrant un Hitler très mal en point. À droite est détaillé son catastrophique bilan de santé. C'est justement pour montrer aux yeux du monde leur entente face à l'ennemi commun que les 3 grands ont organisé une séance film et photo le vendredi 9 février au Palais Livadia. Le président Roosevelt a prévu de partir le jour suivant. Avant de se quitter, les 3 dirigeants vont prendre la pause, assis ensemble, dans la grande cour intérieure. Roosevelt est de bonne humeur. La veille, Staline lui a promis que l'URSS entrera bientôt en guerre contre le Japon. Il considère avoir obtenu l'essentiel de ce qu'il souhaitait de ces réunions, et qu'il ne lui reste que quelques points à négocier. Mais s'il parvient à faire bonne figure devant les objectifs, tous les témoins ont noté la dégradation alarmante de son état de santé.
ces longues minutes d'absence. Le président ne retrouve ses moyens que quelques petites heures par jour. La dernière fois qu'il s'est montré en public, c'était juste avant de partir pour la Crimée, lors de l'inauguration de son 4e mandat de président des États-Unis. Grâce à des attelles métalliques, il avait réussi à se tenir debout le temps de son discours. Aujourd'hui, en l'absence de public, il prend la pose assis avec ses partenaires. Assis comme lors de leur dernière rencontre à Téhéran en 1943. Si la séance photo a lieu dans le grand patio du palais, ce n'est pas seulement pour profiter de la lumière du jour. C'est aussi pour s'adapter à la mobilité réduite du président. Tout le rez-de-chaussée du palais a été aménagé pour lui. Le grand patio se trouve ici. Les réunions plénières ont lieu tout à côté, dans l'ancienne salle de bal. La salle à manger, où Roosevelt a déjeuné tout à l'heure avec Churchill, est là. Et la chambre du président a été installée dans la salle d'audience du Tsar, à quelques mètres des lieux importants de la conférence. Voilà sa chambre, photographiée avant son arrivée, quand on préparait son lit. Aujourd'hui, comme à Téhéran, la séance se déroule en plusieurs temps. Il pose d'abord seul. Revoyons ça. Churchill se tourne une fois, puis une autre fois vers les reporters qui lui demandent probablement de retirer son bonnet qui fait un peu trop russe ou soviétique. Des 3 dirigeants, c'est Staline le moins à l'aise devant les caméras. Il n'aime pas se faire photographier et encore moins filmer. Probablement à cause de sa petite taille, de son bras gauche handicapé et de son visage marqué par la variole. Dans un second temps, ils sont rejoints par leurs conseillers militaires. Puis vient le tour de la pose avec les 3 ministres des Affaires étrangères. De gauche à droite, on reconnaît Anthony Eden, Edward Stettinius et Vyacheslav Molotov. Mais le temps presse. L'heure de leur réunion approche. Revoyons ça beaucoup plus lentement. Staline demande quelque chose à Molotov, qui regarde sa montre. Molotov transmet l'information. Et Staline fait signe à quelqu'un de venir, puis de faire arrêter la séance. Voilà celui qui va donner l'ordre de cesser les prises de vue. Puis Staline et Churchill regagnent ensemble la salle de bal pour leur 6e réunion au sommet. Roosevelt les rejoindra seulement lorsque les reporters seront partis. Avant cette séance dont les images vont symboliser leur réunion à Yalta, caméramens et photographes se sont eux aussi filmés et photographiés. Lui, c'est Ivan Belyakov, un caméraman attaché au Kremlin que Staline connaît bien. Celui qui nous adresse un signe est un reporter de guerre, soviétique lui aussi. Il est spécialement revenu du front. Et sur cette prise de vue, on reconnaît tout à fait sur la gauche les réalisateurs Kopalin et Gerasimov. À l'évidence, l'équipe soviétique est de loin la plus nombreuse. Voilà les 2 seuls reporters britanniques. Et sur ce cliché, là, à gauche, c'est le photographe préféré de Roosevelt, Robert Hopkins, et le fils de Harry Hopkins, le plus proche collaborateur du président. Les images de ces reporters vont bientôt passer dans les salles de cinéma. Voilà un extrait du reportage que la compagnie Universal a montré au public américain. This meeting crystallizes the Allied resolve that Germany shall be beaten unconditionally and that lasting peace shall prevail throughout the world. Le commentaire britannique du reportage de Movietone est nettement plus léger. Outside the palace, the big 3 posed for dozens of cameramen, first with their military staffs, then with their political advisors.
Churchill was obviously in the highest spirits and apparently very pleased with his Russian headgear. Roosevelt certainly looked as if he was feeling the strain of his many years of office and his great weight of responsibility. Stalin looked very well and, as always, completely composed. Voici enfin un extrait du film très officiel de 40 minutes des deux réalisateurs soviétiques. Le commentaire reprend avec sérieux et mot pour mot la déclaration signée 2 jours après cette séance photo. В последнем, 9-м пункте заявления, подписанном руководителями 3 великих держав, сказано: «Наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу общую решимость сохранить и усилить в предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое сделало в современной войне победу возможной и несомненной для Объединенных Наций». Les reportages anglais et américains ont été montrés avant même le retour de Churchill et de Roosevelt dans leur pays. Dimanche 11 février. Roosevelt n'est pas parti à la date prévue car les négociations se sont prolongées. Ce matin, il visite les environs du palais dans la Jeep équipée pour lui. À gauche, c'est Anna, sa fille, et à droite, Fredericks, son chauffeur habituel. La Jeep présidentielle est bien entendu escortée par plusieurs autres agents du Secret Service de la Maison-Blanche. C'est Roosevelt qui avait proposé la Crimée parmi plusieurs destinations possibles pour leur réunion. C'est encore lui qui a fait le plus long voyage et les plus gros efforts pour assurer le succès de la conférence. Retour au palais. Vers 16 heures, Roosevelt va prendre la route pour rejoindre le port de Sébastopol. Il a choisi de passer sa dernière nuit à bord d'un navire américain. Le lendemain, 12 février, Roosevelt est à Saki, où l'attend son avion. Première étape de son voyage de retour vers les États-Unis. Comme lors de son arrivée avec Churchill, la fanfare est là. Mais pas Churchill, qui a décidé de partir un peu plus tard. Au total, Roosevelt se sera absenté plus d'1 mois de la Maison-Blanche pour ses réunions secrètes. Il a atteint ses 2 objectifs principaux, l'ONU et la promesse de l'entrée en guerre de l'URSS contre le Japon. Il a agi avec un sentiment d'urgence. Il sait que ses jours sont comptés. Roosevelt décédera dans 2 mois. Staline, lui, a gagné un agrandissement territorial au détriment de la Pologne. Il va aussi obtenir que l'essentiel des réparations qui seront imposées à l'Allemagne reviennent à l'URSS. Pour préserver les intérêts britanniques, dans un monde qui va devenir bipolaire, Churchill a obtenu que la France participe à l'occupation de l'Allemagne et au Conseil de sécurité de l'ONU. Roosevelt va d'abord faire une longue escale en Égypte avant de rejoindre Washington. Le 1er mars 1945, Roosevelt présente au Congrès des États-Unis les résultats de la conférence de Yalta. Il rappelle qu'en 1919, cette même Assemblée avait refusé le traité de Versailles et empêché l'entrée des États-Unis dans la Société des Nations. We failed them then, we cannot fail them again, and expect the world to survive again. And I am confident that the Congress and the American people will accept the results of this conference as the beginnings of a permanent structure of peace, upon which we can begin to build, under God, that better world in which our children and grandchildren, yours and mine, the children and grandchildren of the whole world, must live and can live. Le Congrès va approuver les décisions prises à Yalta en faveur de la paix. Une paix pourtant bien fragile. Dans les mois qui vont suivre, l'alliance entre les 3 grands va s'effriter et le monde entrera progressivement dans la guerre froide.